Jocelyne et Francis, je vous ai rencontrés, allez par hasard, mais le hasard n'existe pas. Vous êtes un couple très atypique. Et ça m'a tellement donné envie de venir vous voir chez vous, dans un lieu absolument incroyable. Alors là, chacun de vous va parler, si vous voulez bien, parce que vous êtes... alors votre rencontre, bon, elle n'est pas due au hasard forcément, hein, deux artistes pareils. On va commencer par toi, Francis. On est où là? Dans un endroit incroyable. Un vrai rendez-vous, quoi. Un vrai rendez-vous avec l'histoire, parce que en fait l'histoire ici elle a commencé il y a longtemps avec l'industrie textile, avec justement la présence de l'eau, hein, le Rhu c'est la rivière de Bassaux-le-Rhu, et l'atelier se trouve justement à cheval sur la rivière, c'est vraiment très symbolique. Donc ici c'était un lieu entre l'eau et le feu, parce que au moment de l'arrivée du charbon, une machine à vapeur s'est installée pour faire tourner les nombreux métiers. Et puis, donc c'était une usine de textile, de tissage, avec plusieurs centaines, enfin à un moment donné, plus de 200 personnes employées dans cette usine de 1867 à 1967. Et il est arrivé un repreneur à un moment donné qui a proposé un élevage dans les bâtiments de l'usine en question et qui a provoqué la mérule. Et donc, quand on est arrivé en 81 avec Brigitte ici, en cherchant un lieu qui puisse se correspondre, Brigitte, mon épouse, ton épouse de l'époque, voilà. Et du coup, en famille, on arrive là, étonné de voir ce lieu en attente, et en même temps, en ayant trouvé la solution par nature du feu, qui élimine cette fameuse mérule, qui a pris naissance dans l'humidité, l'obscurité, la chaleur, enfin bon, de l'époque. Du coup, on a investi, on va dire, avec plein d'espoir pour réhabiliter ce lieu, et on a réussi. Enfin, la preuve, votre présence ici aujourd'hui montre un cheminement ou un chemin de réhabilitation, de mise en valeur, et qui, à mon avis, vraiment, j'adore tellement les techniques, qui fait honneur à tous ceux qui ont construit ce lieu, vraiment. Donc on a démoli la partie abîmée, on a fait venir les pompiers avec cette fameuse dimension du feu, qui a éliminé le problème. Après, maintenant, ça devient toujours quelque chose à entretenir et à regarder de près, parce que la mérule est toujours prête. Avec les pompiers, vous avez mis le feu. C'est ça. Partout, là, il y avait la mérule. Pas dans les bâtiments, on est d'accord. Les étages de l'usine qu'on a démolie à l'époque étaient impactés. Il a donc fallu trouver cette fameuse solution de feu. Donc, magnifique complicité du corps des pompiers d'ici, et puis même d'un peu plus large, des alentours, qui ont aidé, voilà, qui ont donné le vrai coup de main, qui s'associait au feu pour éliminer cette fameuse... Bon, la mérule, c'est... Il n'y a pas tant à la critiquer que de chercher pourquoi elle a pu s'installer, quoi. Donc, une fois qu'on enlève l'humidité, la chaleur et l'obscurité, il n'y a plus de mérule. Ce qui fait qu'en comprenant ça, on a investi avec Brigitte dans ce lieu, plutôt que de construire un lieu nouveau. Il faut préciser, là, donc c'était du coup une maison d'habitation. Ici, la maison du propriétaire. C'était l'usine, mais c'était devenu... Non, à l'époque, c'était même la maison du patron. Du patron, c'est ça. Vous êtes installé dans cette maison. C'est ça. Aujourd'hui, explique-moi ce qui s'est passé, parce que c'est plus du tout une maison d'habitation. Non, en fait, le phénomène, on parle du feu, mais vraiment le feu nous a rattrapé avec la foudre, qui en 2008 a frappé, alors elle a frappé vraiment très très fort dans la région, là. Anne-Marie, notre chère voisine, dit qu'elle s'est pratiquement cachée sous la table, tellement les 3 coups, la répétition de l'orage, de la foudre qui est tombée dans les environs. Donc cette fameuse période, enfin où cet orage a provoqué un échauffement dans un boîtier électrique, une étincelle qui a consumé toute une journée. Et quand nos voisins, parce qu'il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là, en juin 2008, les voisins donc, se sont étonnés de voir la fumée sortir du toit. Les pompiers sont venus de nouveau, alors là de la région un peu plus large. Et pour éviter, alors c'était un feu couvé comme on appelle, ça veut dire qu'il ne fallait pas ouvrir une porte inconsciemment, sinon ça ne demandait que de l'air pour exploser ou pour se développer. Donc ils ont vraiment étudié la question et ils ont réussi à sauver la maison. Les murs en tout cas. Donc il a fallu changer la charpente, d'où la présence de la grue, enfin tout un cheminement. Et cette fameuse grue, elle n'est pas d'origine. Non, elle n'est pas elle est là au moment où vous avez... Enfin c'est toi qui l'as créée cette charpente, qui l'a refaite. Oui, avec un ami qui avait besoin justement de retrouver un statut d'auto-entrepreneur avant de prendre sa retraite, son repos, bien mérité, Philippe. Et on a
disons, on s'est rendu compte que si on faisait appel à une entreprise, l'argent du dédommagement de l'incendie aurait vite fondu, parce que c'est vraiment des travaux extraordinaires et de dimension. Il suffit de voir les poutres de Ménez et de Douglas. Du coup, on a fait ouverture de ces murs pour laisser passer la lumière, parce qu'on a un feu dans un fond de vallée, et qui, au départ, était donc une maison qu'on ne pouvait plus habiter, mais qui m'a permis de sécher du bois. Et c'est comme si les vases communicants, c'est-à-dire du bois qui sèche, j'en ai fait la sculpture, j'en ai fait une exposition, les amis sont venus voir. Excuse-moi, tu vas trop vite. Tu es sculpteur depuis toujours. Pardon. Tu es sculpteur depuis toujours. Oui, après avoir été bûcheron. Ah oui, alors voilà. Donc l'histoire, c'est ça. Une petite dizaine d'années avec mon père. Tu étais bûcheron avec ton père. C'est ça. Ah oui, raconte ce que tu m'as raconté avec la tronçonneuse là. Ah oui, ben, du coup, bon, j'étais jeune bûcheron de 14 ans à 22, et à un moment donné, un bûcheron qui organisait ou qui participait à l'organisation d'une fête de bûcherons avec des tronçonneuses, concours, etc., m'a invité en tant que jeune, comme m'a dit Maurice à l'époque, de participer. Donc c'était à Brouvelieure en 69, je crois, quelque chose de complètement fou, et qui m'a montré qu'on pouvait, avec la tronçonneuse, l'outil que j'avais bien dans les mains, avec du bois, parce que c'est pas le bois qui manque ici, de donner des formes librement, à côté de la compétition proprement dit. Parce que c'est beaucoup les tronçonneuses qui font les concours de bûcherons, parce qu'avant, on passe partout, bon, c'était beaucoup plus rigolo et moins bruyant. Mais du coup, je me suis sorti de cette rencontre festive autour du bois et du savoir-faire, avec une dimension que je n'avais pas imaginée, la tronçonneuse qui donne des formes. Et comme j'ai été très touché par la vie des bûcherons, et notamment la solidarité des schlitters, des bûcherons qui se sont sauvés la vie mutuellement. Alors il faut que tu expliques ce que c'est les schlitters, tout le monde ne connaissait pas. Les schlitters, c'est pas tout à fait ça, c'est les schlitters. Les schlitters. Et du coup, les schlitters, c'est le fameux, tout le monde connaît peut-être le film de Bourvil avec Bourvil, donc les grandes gueules, qui montre l'histoire de la forêt d'ici, enfin vraiment à travers une série, et toute cette esprit d'équipe, justement, qui montre la difficulté, le risque et le besoin d'une entraide, d'une solidarité. Et c'est ça qui m'a marqué au point que la première sculpture que j'ai sortie, d'abord, c'est un bûcheron à la hache, avec la hache qui est en train de chercher un arbre pour se chauffer. Et puis la deuxième, c'était un schlitter. Je crois même que c'était le premier, c'était le schlitter, qui retournait à la terre parce qu'il était longtemps comme ça dehors, à l'extérieur. Du coup, j'ai trouvé la première étape de mon rêve, en fait. Et j'ai poursuivi en présentant ma famille, mes amis d'ici ou d'un peu plus loin, qui dans le savoir-faire, les métiers d'avant, de la terre et du bois, agriculture et bûcheronnage. Ma famille est passée par là, donc du coup je connais bien. Alors j'ai une chance, c'est que je sais encore faucher avec la faux. Ça ne fait pas de bruit, ça économise de l'énergie, c'est complètement fantastique. Et ça donne envie, alors c'est un rythme, on entend les oiseaux. C'est comme le passe-partout à l'époque, avant l'arrivée de la tronçonneuse. Moi, je me rappelle, j'étais tout môme, j'étais avec mon père, j'étais un peu turbulent à la maison, donc il m'a dit tu viens avec moi, tranquille, d'embêter ta mère. Donc je partais avec lui en moto, c'était marrant comme tout. Donc il m'a appris la nature, invité à écouter un peu la nature autour, parce que le passe-partout le permet. Bon, la tronçonneuse, c'est étonnant, parce que ce côté concours qui permet justement d'aller vite, toujours plus vite et toujours... avec des moyens qu'il faut, de toute façon, il faut beaucoup travailler aussi pour payer la tronçonneuse, donc c'est un peu un truc sans fin. Et moi, je me suis rendu compte que la sculpture me permettait d'abord de m'exprimer et de rencontrer. Et là, magique, quand les premiers visiteurs sont arrivés à la cabane que j'ai construite à Travexin, dans le jardin de mes parents, ma mère qui était née au coin de la forêt, de l'air à Travexin, Cornimont, elle était toute heureuse de voir le monde arriver. Alors moi, j'étais encore en forêt, au début de la cabane. Elle me dit, mais dis donc, il faudrait que tu laisses un petit mot ou que tu me dises, que tu dises aux gens quand tu es là, parce qu'ils aimeraient te rencontrer. Alors on se voyait le dimanche. Et du coup, j'ai créé cette fameuse exposition qui a vu peut-être 300 000 400 000 visiteurs pendant 50 ans. C'est un truc de fou, complètement. Ma mère était aux anges. Je crois mes parents ont vécu finalement longtemps par rapport au boulot qu'ils ont vécu toute leur vie. Ils n'arrêtaient jamais de bosser, en fait, entre la ferme et la forêt. Du coup... En tout cas, tu ne t'es jamais arrêté. Dès que tu vois du bois, tu ne peux pas t'empêcher de faire une sculpture. En fait, on a bossé très fort en tant que bûcheron, mais encore, finalement, je n'ai pas réussi à quitter ce rythme du travail avec la sculpture. La preuve, c'est justement toutes ces sculptures un peu d'accueil, ces transats qui me tendent les bras. Je ne prends même pas tellement de temps, sauf maintenant. Merci. Ouais. Donc tu fais toutes sortes, en fait. C'est très diversifié ton art. Hein.
T'as pas un type d'art, c'est vraiment très diversifié. Et tu fais aussi de la sculpture sur glace, sur neige, c'est ça? Oui, bah, la diversité pierre, des non, matériaux nobles. Bah, pour revenir au bois, un peu aussi. il y a pardon? Sur pierre aussi? Oui, bah, granit avec le fameux carrefour du rond-point Saulsure, mais aussi en Sardaigne avec le granit aussi pour des expériences. En fait, moi j'aime la diversité. Par exemple, les essences d'arbres invitent ou donnent des possibilités extraordinaires. On fait des meubles avec certains bois, des violons ou des instruments de musique avec un autre. Ici, moi, j'expérimente et j'essaie de mettre en valeur la possibilité qu'offre le bois. Et donc, je partage ce que... voilà, c'est un peu comme de faire danser les veines du bois quand on ouvre, quand on révèle. Ça donne envie justement de la rondeur. Et comme on disait, réussir avec une tronçonneuse qui a un guide bien droit. D'ailleurs, il y a des visiteurs qui me disent « Mais dis donc, t'as une tronçonneuse souple, comment tu fais là ?» Mais du coup, c'est moi qui apporte la souplesse. Je détourne l'outil de sa fonction première de couper au carré, quoi. Et on peut toujours parler en mètres cubes, mais moi je préfère parler en volume d'accueil, en sculpture qui permettent de se rencontrer et d'inviter les gens à venir. Et bon, moi je suis allé à l'école jusqu'à 14 ans et après je préférais la forêt, de toute façon c'était l'époque. J'ai apporté mes salaires à la famille parce que j'avais envie de partager et puis moi je ne savais pas compter. Et du coup, c'est la réponse que les amis m'apportent en venant visiter, en répondant à mes questions, parce que je leur dis tout ce que je peux leur apporter comme information, mais je leur demande quelle est leur spécialité et s'ils peuvent encore m'apprendre quelque chose en échange. Mais tout ça, ça se traduit par une énergie qui me donne envie de continuer à faire des sculptures, pour les voir revenir. C'est complètement fou. Alors, je voudrais que tu précises, parce qu'aujourd'hui, donc toute cette maison qui était maison d'habitation, donc après le feu, vous vous êtes réfugiés dans un autre endroit qui servait, tu m'as dit, à la comptabilité, c'était les bureaux. C'est ça. Et ici, donc tu as refait la charpente qui est magnifique. Et en fait, tu t'es mis à en faire, c'est un musée, enfin pour moi c'est un musée. Vraiment, il y a des sculptures partout, c'est des œuvres. Et un lieu d'accueil, puisque là où nous sommes assis, il y a à côté de nous, la caméra est posée sur une scène, en bois évidemment. Voilà. Bah oui, tout à fait. Donc ce lieu est devenu un lieu d'accueil. Qu'est-ce que tu en fais? On peut dire que ça devient un magistral lieu de culture en milieu rural. Vraiment, on pourrait le résumer comme ça. Oui. Parce que les musiciens sont venus. Là, on a mis un plateau parce que Héloïse Cuny, notre voisine et amie qui est venue dessiner avec ses doigts des chevaux, des arabesques, avait besoin d'une petite plateforme, mais elle recouvre une souche de séquoia qui est aussi le podium pour les artistes. Donc nature, et après on a offert cette petite plateforme pour la stabilité de son atelier, mais c'est l'omniprésence du bois, et en même temps, on s'est retrouvé peut-être jusqu'à 130 autour des musiciens comme Yann Vanek, avec son groupe complètement extraordinaire, qui lui font le tour du monde et nous apporte des instruments de musique qu'il a glanés à droite à gauche, des musiques complètement extraordinaires. Là, ça devient un lieu, finalement, milieu rural, mais chargé d'une belle histoire de rencontre depuis quelques années. On a fêté les 50 ans de l'atelier il y a 2 ans. C'était presque mes 50 ans, parce que ça m'a fait rajeunir de temps. Et c'est un parcours que j'affectionne. Et quand on parle de neige, de glace et de granit, ou de grès, etc., et du coup, je pense que c'est propre de quelqu'un qui est curieux, qui ne se contente pas de découvrir les techniques du bois, mais qui veut se frotter on va dire à la transparence, à la lumière de la glace. Et au froid, alors moi j'ai un vrai souci parce que c'est la circulation à cause de la tronçonneuse. J'ai les doigts tout blancs à 15 degrés positifs, c'est complètement fou. Oui. Du coup, le sang ne va plus jusqu'au bout. Oui, puis j'ai perdu des ongles, etc. avec le froid parce que je n'ai pas réussi à me protéger. Je ne sais pas travailler avec des gants. Donc du coup, voilà, c'est mon handicap peut-être, mais c'est mon choix aussi. Du coup, expérience autour du monde, grande famille des sculpteurs, un petit coup de téléphone, une invitation, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas de hasard, ce sont des rendez-vous successifs.
Et quand on dit l'effet boule de neige, on peut pas mieux trouver comme expression, dans le sens où on participe une première fois, on est invité. Alors de Valoir, un lieu de rencontre en France avec la neige et la glace. Tu veux dire que tu déplaces tes œuvres? Comment tu Non, fais? là c'était la glace et la neige qu'on Ah oui, travaille la sur glace. place. D'accord. C'est Ok. ça. On se retrouve en Finlande, on se retrouve ensuite au pôle nord magnétique, on se retrouve en Chine et en Alaska. Et là, ça montre justement ce phénomène complètement qu'on n'imagine pas d'emblée. Mm. Et puis qu'on ne trouve pas dans les livres, on ne trouve que ça que sur le terrain et dans les lieux de rencontre. C'est comme ça que je continue. Ouais. Et donc maintenant, c'est des gens qui viennent, parce que je ne te vois pas transporter toutes ces œuvres énormes, magnifiques. Donc ce lieu est ouvert si un groupe a envie de venir faire de la musique ici. Il y a d'une part les amis musiciens ou artistes qui viennent se présenter, se proposer, que ce soit théâtre ou conférence ou toutes sortes de partages, mais aussi des... C'est prête le lieu, hein, il est comme disent les amis... Il n'y a que du bois, alors on est bien ici. Les amis m'ont dit, tu oublies la tapisserie, tu continues à sculpter, c'est ça qu'on préfère. Alors bon, oui, exactement. Oui. Mais du coup, les écoles, les classes viennent aussi en fin d'année comme ça goûter à l'atelier. Et puis, alors on est tu apprends la sculpture à l'école, alors, moi je continue à développer un petit atelier avec les amis, les enfants de l'école de Tchefos, avec Céline, qui développe une méthode d'éducation qui est extraordinaire, qui est proche de la méthode Freinet. Oui. Et moi j'ai commencé à l'école en gravant la gravure, donc en pratiquant la linogravure, pardon, et avec notre instituteur Alain Tron qui avait cette passion de partager les techniques et pas seulement de l'écriture et de la lecture et des mathématiques, enfin bon. Et du coup, ça c'est vraiment la première dimension. Et un jour, au Festival de sculpture à la Brèche, qu'on a organisé à un moment donné, enfin, il y a en 1990, voilà mon instituteur qui arrive sur la place et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais bûcheron avec ton père. » Et je lui dis « Ben, monsieur Jean, ça fait un moment, ça fait 15 ans que je suis sculpteur maintenant, mais... » Puis je lui dis « C'est soit grâce à vous, soit à cause de vous, mais vous y êtes vraiment pour quelque chose. Hein. » Alors je lui explique. C'est beau ça. Hein. Et ouais, elle me dit bah, « Si j'avais imaginé ça... » C'est là qu'on voit la place de l'enseignement et la passion des enseignants. C'est comme ça que je continue bénévolement, enfin, à apporter ce que je peux avec ces petits groupes d'élèves à Tchefos qui illustrent, non pas avec la photocopie, la couverture de leur livre scolaire tous les 2 mois, mais en gravant le lino et en y mettant la couleur selon les thèmes qu'ils développent. Quoi. Et peut-être dans tout ce lot-là, il y aura un sculpteur. Eh ben, on a un petit voisin qui a repéré l'atelier en me disant « Il est venu du monde travailler avec toi, est-ce que je pourrais venir me joindre à l'équipe ?» Un bras ouvert quoi. Bah oui, et il est dans cette école en ce moment, mais il a une dextérité à graver, mais c'est incroyable. Son papa est charpentier, et il l'emmène sur les chantiers, et le gamin observe, et c'est d'une beauté. Maintenant, c'est comme si on interdisait pratiquement aux enfants de se servir d'un couteau. Et lui, il sait manier le couteau parce qu'on lui a montré, on lui a appris, on lui a fait confiance. Et je crois qu'il y a un mot qui revient régulièrement dans tout ce qu'on vit avec les visiteurs ici, c'est le mot confiance. Se faire confiance, faire un premier pas pour faire un cadeau, par exemple, et on reçoit en multiple. Et quand on parle d'accueil des visiteurs, on a commencé, avec la fête des 50 ans, à ouvrir les dimanches après-midi. Sur les coups de 15 heures, on se donne rendez-vous, les gens ne se connaissent pas forcément, on se retrouve en groupe, ça peut être entre 10, 15, 20. Et comment les gens savent Eh bien, ils vont le savoir maintenant. Ah mais ils vont le savoir, oui. Mais si, ça commence à se dire, et le bouche à oreille. Et du coup... Je peux mettre tes coordonnées dans la barre de description? Pourquoi pas? Oui. Ben oui. Alors, l'idée, c'est de réserver pour qu'on sache à peu près en gros, mais aussi qu'on soit là vraiment, parce que quelquefois, on joue aussi de temps en temps un peu à l'extérieur avec une culture ou aller voir les amis musiciens et artistes. Mais, et donc, l'entrée est libre. C'est une participation active au chapeau, c'est-à-dire si les amis visiteurs ont envie que ça continue, ils participent en échange de ce qu'ils reçoivent en fait. C'est tout bête, hein. Il n'y a pas plus simple. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis... la cabane, ça a toujours été comme ça. Du coup, comme je ne savais pas compter, que j'ai jamais eu d'argent vraiment, j'ai jamais été emprunté pour, justement, pour avancer petit à petit en fonction des moyens du bord, quoi. Alors on va préciser que tu es très mauvais commercial pour toi, mais que tes œuvres, moi ça m'a fait cette impression-là, tes œuvres elles mériteraient d'être
acheté par des collectivités ou des grands hôtels, un endroit où, d'abord, il y a beaucoup d'œuvres monumentales très importantes. Tous ces sièges-là. Alors bon, moi, pour l'apéro, c'est super. J'ai mon camion, donc je peux rien mettre dedans. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir des sièges comme ça chez moi. Enfin, voilà. Donc, en fait, tout est quand même à vendre. Tu acceptes de t'en séparer? Il y a une grande part d'exposition, tout ce qui est ici dans cet étage de maison. Alors, on a créé avec Jocelyne la galerie qui est en sous-sol, une galerie en sous-sol. Oui. Et c'est vrai que j'ai vraiment du mal à mettre une valeur, parce qu'on parle de valeur, et pas, enfin, c'est pas seulement un prix, c'est une valeur. Alors, la valeur, j'ai du mal, mais j'arrive quand même à cerner un peu. Ça correspond à un tiers de conception, un tiers de réalisation et un tiers de frais. Bah oui. Et dans les frais, alors on peut imaginer, par exemple, si je confie mes sculptures à une galerie, elle retient 30%, des fois 50%. Donc moi je joue le galeriste en fait, mais j'entretiens les bâtiments, c'est tout un... Voilà. Petit à petit, je trouve que finalement, en regardant, surtout en faisant la visite ensemble, je me rends compte que ça réussit pas si mal. C'est magnifique. Avec des moyens limités. C'est magnifique. C'est gentil, mais c'est... Alors moi je le traduis comme une énergie. Quand les gens... Il y a une amie un jour qui est venue avec sa fille est tombée en sanglots d'émotion. Tiens, l'émotion monte. Waouh! C'est émouvant. C'était impressionnant. Émouvant. Et elle nous a partagé que il y avait une part de bien-être dans ce qu'elle rencontrait ici. Et tant de beauté. Tu poses les yeux, où que tu poses les yeux, c'est beau, c'est chaleureux, le bois donne une énergie. Et ça y est, j'ai des frissons partout et l'émotion qui monte. Tu offres ça aux gens. Donc c'est un lieu, enfin franchement, c'est un lieu qui est retiré dans un tout petit hameau, c'est même pas un village, hein, mais qui mérite vraiment le détour. Alors là, moi je m'adresse aussi aux Waldläufer, hein. Ce ne sera pas marqué sur Park Fortnite, hein, le lieu, hein. Mais franchement, si vous pouvez passer le voir, enfin les voir parce qu'on va passer après la suite. Franchement, ça vaut le détour, quoi. En fait, ça veut dire qu'on peut aussi... Alors, la réservation est possible pour les groupes qui viennent comme ça, un petit peu à l'improviste selon le... Autrefois, il y avait des caristes, enfin les autocaristes qui venaient à la cabane régulièrement. Ici, c'est un peu plus difficile à se garer, mais petit à petit, ça s'organise. On va dire qu'ici, on s'attache à soigner le fond. La forme, on arrivera toujours à trouver la solution. Mais c'est en cultivant un partage qui nous fait plaisir, et puis qui apparemment correspond aussi au moment qu'on vit. On a besoin de ça. Oui, d'authenticité, de beauté, de nature, parce que là, il n'y a que de la nature ici. Oui, puis de confiance en l'avenir, et puis de faire quelque chose justement pour que cette confiance elle puisse passer du rêve à la réalité, quoi. C'est ça. Et si je suis tout seul, je ne suis pas en groupe, je peux aussi t'appeler pour la venir. preuve, hein, un petit coup de fil et puis on verra. Voilà. Oui. Alors, oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a que des risques d'être bien tranquille, de se rencontrer. Oui. C'est ça. On ne se connaissait pas hier matin. C'est une façon de fêter la vie, en fait, ça aussi. De prendre ce beau risque de rencontrer les autres. Moi, je trouve que c'est la beauté de la rencontre, c'est celle qui fait tout. Puis qui montre qu'on n'est pas tout seul et qui donne envie. Il y a un jour une classe de Saulsure, madame l'institutrice, elle me dit, mais les enfants sont pratiquement prêts, ils sont prêts à venir à pied. Attention, c'est la vallée, c'est à quelques 5, 6, 7, 8 km d'ici. Et ben ça s'est pas fait. Alors il y a une belle anecdote, ils allaient à la piscine, donc c'est le bus qui les a emmenés. Et le soir, on s'était dit avec l'institutrice que les enfants auraient pu, en accueillant les parents qui viennent les rechercher le soir, être les guides, montrer aux parents. Et là, ça veut dire que les enfants le matin ou dans la journée auraient visité l'exposition, sachant qu'ils vont montrer aux parents le soir. Et là, ça devient magique. C'est toute la place de l'enfant d'abord, qui est un peu comme le reporter, qui dessine et qui reporte ce qu'il a rencontré ou qui garde dans la tête. Tu me transmets beaucoup d'émotions. Je ne suis pas face à la caméra, mais j'ai les yeux qui... Voilà, j'espère que vous allez ressentir ça. C'est waouh. Merci d'être passé par là. Parce que vraiment... Merci. Tu peux expliquer?
Alors, c'est une naissance, en fait, qui est au milieu du chêne, la présence des oiseaux, un peu comme dans la nature. En fait, les pics commencent à faire un trou, les chouettes s'y installent, les oiseaux ils succèdent. Et du coup, pour la naissance de mon petit-fils, Mathurin, je me suis dit qu'il fallait trouver une formule un peu originale de cadeau, à la fois surprise, naissance, et avec le bois, puisque c'est mon matériau privilégié, disons, voilà. Et en fait, autrefois, c'était une poutre d'écurie d'étable, quoi, hein, dans une ferme. Et ça donne une naissance symbolique, sympathique. Quel est le concept, là? En fait, moi, ce que j'adore, c'est à partir de la ligne droite, de créer des courroux. Et on le voit, par exemple, ici. Hein, c'est toujours des petites lignes droites qui créent un peu comme une forêt. Et là, j'ai commencé par une roue, simplement. Ensuite, une demi-sphère. Je me suis dit, mais la sphère, elle est complètement possible. Donc voilà, ce sont des petits volumes associés qui créent une dynamique ronde et un peu à l'image symbolique d'une planète, quoi. On tourne doucement, mais à un moment donné, tu vas voir le phénomène de reflet du miroir intérieur se produire par là. Et c'est bon, il faut attendre 2 secondes, là, mais tu vas voir, c'est impressionnant. C'est comme si on était enveloppé je vais presque dire de douceur, en tout cas de lumière, c'est clair, parce que la sculpture, ça joue avec la lumière, c'est vraiment le principe. Et du coup, c'est pas trop, là, c'est un peu expérimental, mais j'ai vécu des moments complètement extraordinaires quand j'ai sorti ça, de voir comment la sculpture jouait avec ce que j'attendais d'elle, un peu comme un rêve qui devient réalité, en fait. Vraiment, c'était ça.